Le club avec plusieurs thèmes très forts que nous évoquons et ce conflit en Ukraine, la position des Russes, la position des Ukrainiens, nous allons y revenir tout de suite avec nos invités. Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement, auteur du livre de référence, le renseignement français en 100 dates. Alla Poédi est avec nous, elle est franco-ukrainienne, consultante en développement international. Et puis Christian Maigrelis, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev, lui aussi auteur d'un livre, je l'ai même avec moi, on va le montrer, voilà, sur le naufrage de l'Union soviétique. Merci d'être présents à vous trois. Nous revenons sur cette actualité. Alors déjà les faits, que se passe-t-il? Une nouvelle fois des bombardements dans la région de Kharkiv, ça fait beaucoup. Faisons le point avec notre envoyé spécial Thomas Misraki. La situation donc notamment à Kharkiv où finalement depuis des semaines ça n'arrête pas. Thomas. Les combats se poursuivent sur le front nord ici à Kharkiv. Nous avons entendu ce matin avec Charlotte Lefetté pendant 40 minutes environ les bruits des détonations. La ligne de front se trouve à environ 40 km de là où nous nous trouvons, dans le centre-ville de Kharkiv. Kharkiv dont la région a également été touchée cette nuit. Une frappe a fait un mort et un blessé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kharkiv. L'essentiel des frappes ces dernières heures ont touché la région de Dnipro, au moins une dizaine répertoriées. Hors Donbass, évidemment, le gros des combats continue de se dérouler dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Kherson, entre la ville de Kherson, qui est occupée par les Russes, et celle de Mykolaiv, où les positions ukrainiennes se trouvent. Les Ukrainiens qui sont à l'offensive dans cette région, selon les autorités locales, eh bien, les Ukrainiens auraient détruit sur la dernière semaine 7 dépôts de munitions russes. Une autre bataille en Ukraine en ce moment sur les chiffres du drame de mercredi dans la petite ville de Tchapliné. Les Russes affirment avoir tué 200 soldats ukrainiens. Il n'y a eu que 25 victimes selon les Ukrainiens, parmi lesquels 10 civils dont 2 enfants. Ce qui est sûr, c'est que cette guerre se poursuit non seulement sur le terrain mais aussi sur le terrain de la communication. Merci Thomas Misraki avec Charlotte Lefetté, nos envoyés spéciaux en Ukraine. Alla Poédi, dans le compte-rendu de Thomas, il y a aussi ces répliques de plus en plus fortes et visibles des Ukrainiens. Est-ce que le peuple ukrainien prend ces événements comme encourageants ? C'est plus que ça, parce que ça fait déjà plus de 2 mois qu'il y a une sorte de contre-attaque pas vraiment annoncée ni visible de l'armée ukrainienne, parce que les Ukrainiens arrivent à atteindre les dépôts de munitions, les centres de commandement de Russes, et grâce aux armes nous ont livrées les Américains, les Britanniques, les Néerlandais aussi, les Français aussi. J'ai parlé de système MLRS et des HIMARS, voilà, qui sont les systèmes de lancement de roquettes multiples, mais bien évidemment les obusiers César sont très plébiscités en Ukraine, et même on considère qu'il n'y en a pas assez. Donc c'est un appel pour la France, on peut livrer encore plus de César. Sur les HIMARS, je vous interromps, mais oui. Nous avons eu tout à l'heure une information, alors c'est l'Ukraine qui a déclaré, je ne sais pas si d'ailleurs on a pu récupérer le tweet, mais je vous le livre, 20 HIMARS ont détruit une cinquantaine de dépôts d'armes et de munitions russes, et malgré les affirmations russes, aucun de ces matériels fournis par les Occidentaux n'a été détruit. Voilà une communication ukrainienne. Absolument. Aujourd'hui, nous avons à peu près une vingtaine de HIMARS et MLRS. C'est comme les HIMARS, mais c'est HIMARS tire 6 missiles en même temps, et MLRS, d'autres stations, ils tirent 12, donc deux fois plus. Nous avons une vingtaine, et aujourd'hui, mais les Ukrainiens présentent le chiffre beaucoup plus important. On est à plus de 150 déjà dépôts de munitions et quelques dizaines de points de commandement, avec notamment plusieurs généraux, les colonels qui ont été détruits. Donc les Ukrainiens perçoivent ça comme un avancement. Ils n'ont jamais perdu la foi, ils sont comme jamais persuadés dans la victoire ukrainienne. Mais il faut savoir que c'est très dur, parce que pour l'instant le ciel ukrainien n'est pas suffisamment protégé. Vous avez vu ces images horribles de la région de Saltivka qui est à Kharkiv, qui est quasiment détruite.
Dmitry, c'était la région l'une des plus peuplées en Europe par mètre carré, par habitant. Les Russes s'acharnent, mais je dirais que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire parce qu'ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Ils ne peuvent pas avancer sur le front. Donc il leur reste c'est la pauvre population civile et aussi la destruction des villes ukrainiennes. Votre témoignage, le porte-parole d'une certaine manière de tous vos proches ukrainiens, de tout ce peuple ukrainien à la poésie. Le colonel Per de Jong est avec nous, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique. Bonjour colonel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quand on voit ces dernières informations, et notamment, alors, contre-offensive de Kherson, mais ça date de quelques semaines, mais de plus en plus d'actions sur la Crimée. Et puis, on va évoquer cela avec vous, donc la demande par Vladimir Poutine de renfort dans l'armée russe, des soldats qui devraient passer d'un peu plus d'1,15 million en effectif, soit une augmentation de 137 000 militaires. C'est ce qu'il demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui l'armée russe est en souffrance? Alors, vous savez, aujourd'hui, le front ukrainien, on peut dire qu'il est entre grignotage et harcèlement. On voit bien que la partie grignotage, elle a ralenti, puisque en fait, les Russes, clairement, ont eu énormément de pertes. Et donc, depuis cet été, on assiste à une espèce de pause opérationnelle qui fait que sur le terrain, sur la partie terrestre, si vous voulez, globalement, il n'y a pas de mouvement très important. Et on voit bien que les Russes compensent avec des tirs de harcèlement à base d'artillerie, des tirs de contre-batterie, etc., etc. Donc, en fait, on est sur un modèle de guerre, avec élongation. Hein, donc, on se tire dessus à distance, 30, 40, 50 km. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que très clairement, on va assister avec l'arrivée de l'hiver à une espèce de stabilisation, même si on a noté des mouvements de troupes terrestres en direction de la Crimée, en direction de Kherson, probablement que les Russes aujourd'hui renforcent la partie de Kherson parce que les Ukrainiens poussent très très fort dans la région, donc j'imagine qu'ils vont bloquer, parce que Kherson, c'est des rares villes aujourd'hui prises par les Russes qui est sur la rive droite du Dniepr. Le deuxième point maintenant sur les effectifs, c'est le grand sujet politique et non pas militaire. Le grand sujet politique de Poutine, c'est qu'il a annoncé que ce n'était pas une guerre. On est sur une opération spéciale militaire. Donc il n'y a pas donc de levée en masse, il n'y a pas de conscription, et donc on fait uniquement appel à des volontaires. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'ensemble de l'armée russe, une armée très importante, parce qu'il y a une partie active et une partie qui est une partie qu'on peut considérer comme des forces territoriales. C'est le million de soldats que vous évoquiez, ça concerne l'ensemble, si vous voulez, jusqu'aux gardes frontières quelque part. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un apport de soldats frais, jeunes, formés, et donc j'imagine que la Russie va former ces centaines de milliers de soldats durant l'hiver pour qu'ils soient prêts au printemps, si tant est qu'une offensive reprenne au printemps. Tout le problème est là. Le problème, encore une fois, c'est un problème politique. Et très clairement, aujourd'hui, on voit bien que Poutine ne souhaite pas, si vous voulez, que son pays soit considéré comme en guerre par rapport à son opinion publique. C'est très délicat. Il est un peu sur le fil du rasoir. Et j'imagine qu'avec ses problèmes d'effectifs, il est un petit peu au bord de la crise de nerfs. Oui, alors sur les effectifs, justement, ça fait sourire Christian Maigrelis, j'allais vous poser la question. Donc là, en comptant les personnels non combattants, l'armée comptera désormais 2 millions de membres, contre 1,9 million en 2017. Vous qui avez été le conseiller proche de Mikhail Gorbatchev, est-ce que l'armée russe, sur les dernières années, s'est bonifié en qualité, en quantité ou pas? Écoutez, je ne peux pas vous parler des toutes dernières années, des 3 ou 4 dernières années, mais je peux vous parler de ce qui s'est passé avant. L'armée russe a beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Elle est mal équipée, elle est mal commandée. Les recrues se considèrent comme des esclaves, ils sont considérés d'ailleurs par les sous-officiers comme des esclaves. Donc l'ambiance n'est pas bonne. Rajoutez à ça que la patrie n'est pas en danger. Hein, contre les nazis, contre les Allemands, c'était complètement différent. La patrie était en danger. Donc les types, les Russes, ils savent donner leur vie. Hein, une vie pour le tsar, ils savent donner leur vie. Bon. Mais ils ne savent pas très bien travailler et ils ne savent pas très bien obéir. Bon, là, la patrie n'est pas en danger. Oui.
Et tout en le monde plus, le sait. En plus, l'époque a évolué, tout le monde est informé. Et tout le monde est au courant de tout. Le jeune militaire russe est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Évidemment. Et alors, c'est ce qui s'est passé en début d'invasion, quand ils ont retiré tout de suite les 150 000 jeunes recrues. Parce que les 137 000 qui vont arriver, ça va faire comme les 150 000 de l'époque. C'était des jeunes recrues qui ont dit « mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Qui discutaient avec les paysans ukrainiens qui leur disaient « rentrez chez vous, comment on vient vous libérer ?» Mais non, rentrez chez vous, on ne vous a pas demandé de venir. Et il y a eu beaucoup de désertions, il y a eu beaucoup de gens qui sont retournés chez eux. Donc c'était une période difficile. Et ces 137 000, à mon avis, ne comptent pas, ou alors ce sont des professionnels qui vont être engagés sous couvert de l'élargissement des effectifs. On va augmenter le groupe Wagner ou des groupes de chiens, si vous voulez. Il y a des chiffres, hein. Alors des chiffres selon l'état-major ukrainien. Des pertes humaines côté russe. Je pense que nous l'avons. Encore une fois, hein, ce sont des sources ukrainiennes, donc c'est à relativiser, puisque bien sûr on est dans une guerre de communication, mais ce qui est avancé, c'est 45 000 soldats russes. Jérôme Poirot, déjà, est-ce qu'on peut savoir, vu le contexte de cette guerre déjà, le nombre de morts? Parce que j'ai l'impression que les Russes ne s'occupent pas trop de leurs jeunes militaires décédés au front. Enfin, je pose une question. Hein, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ça a été relevé d'ailleurs depuis le début de la guerre. Dans les convois russes qui ont envahi l'Ukraine, il y avait des incinérateurs pour que les corps des soldats russes morts au combat ne soient pas rendus à leur famille et donc on ne puisse pas les compter, qu'il ne puisse pas y avoir d'obsèques en Russie. Donc comme vous le disiez, ce sont des esclaves, ils sont considérés comme tels et parfois ils sont totalement déshumanisés. Mais alors sur la question des bilans, c'est évidemment très difficile, mais il y a un certain nombre d'éléments objectifs. Il y a un certain nombre de destructions, parfois on est capable évidemment d'aller sur place, de compter les morts. Tout l'appareil de renseignement américain aussi est mobilisé sur cette question. Si on met ce chiffre de 45 000 en rapport avec un chiffre qui vient des Américains et des Britanniques il y a quelques semaines, faisant état en fait de 70 à 80 000 soldats russes hors de combat, c'est-à-dire les morts, les blessés, les disparus. On est dans des ordres de grandeur à peu près équivalents parce qu'on utilise souvent ce multiplicateur pour un mort, 3 blessés. Il faut bien dire que les soldats russes blessés sont très très mal pris en charge, et contrairement aux Ukrainiens, c'est un peu la méthode américaine, vous êtes immédiatement soigné et il y a des kits de survie dont disposent tous les soldats. Donc il y a moins de blessés en proportion côté russe parce qu'il y a beaucoup de blessés qui décèdent dans les heures qui suivent leurs blessures. Alors, est-ce que c'est 35 000, est-ce que c'est 45 000? En tout état de cause, c'est beaucoup. Ouais. Colonel Père de Jong, quand on a une armée comme celle-ci, que nos experts viennent de présenter, avec, je reprends le terme, hein, les faiblesses, est-ce qu'au bout d'un moment, il peut y avoir réaction du soldat? Alors réaction du soldat, mais peut-être aussi de son sergent-chef, de son lieutenant. Est-ce que une armée peut tenir comme ça finalement? Alors l'armée russe, oui. Une armée occidentale, bien évidemment non. L'armée russe, oui, et l'armée russe l'a prouvé à de nombreuses reprises. Les derniers conflits en Tchétchénie ou en Afghanistan ont été extrêmement meurtriers. Et l'armée russe a tenu sans aucun problème, mais elle a tenu, bien évidemment. Et les armées européennes ne pourraient pas, évidemment, résister, si vous voulez, à cette forme de soutien. Parce qu'encore une fois, vous le soulignez à l'instant, quelque chose de très intéressant, c'est que le soutien aujourd'hui des soldats ukrainiens est bien meilleur que les soldats russes. Et d'ailleurs, les Ukrainiens bénéficient, entre guillemets, bénéficient de deux... Je sais pas, je reviens... Oui, en fait, c'est juste l'image, hein, colonel, mais on vous entend parfaitement bien. Ok, très bien. Et donc, encore une fois, les soldats ukrainiens bénéficient d'un point extrêmement important, qui est qu'ils sont soutenus et surtout, ils ont un excellent renseignement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a une espèce de rapport de force qui s'est transformé et le soutien fait partie de la valorisation du soldat ukrainien. Et ça, c'est vraiment un point fort, c'est que l'armée ukrainienne aujourd'hui se bat avec des critères totalement, je dirais, occidentaux, alors que la Russie restait sur des modèles, je dirais, à l'ancienne, et malheureusement, beaucoup de pertes, beaucoup de blessés, peu d'évacuations. Et rappelons-nous ce qui avait fait craquer
à l'époque l'Afghanistan, c'était l'opinion publique et c'était les mères de famille qui ne supportaient pas ça. Rappelez-vous ce livre qui s'appelait les cercueils de zinc, hein, où en fait les cercueils revenaient, on ne savait pas qui était dedans et les mamans attendaient. Et c'est vraiment les mères de famille et les opinions publiques qui ont transformé, si vous voulez, la trajectoire et qui ont forcé quelque part l'État russe à changer d'attitude. Mais en fait, c'est tout. Mais aujourd'hui, l'armée russe, elle peut tenir très longtemps. C'est une armée rustique, c'est un point très important. Ce sont des paysans, ce sont des gens, si vous voulez, encore une fois, rustiques, solides, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, encore une fois, c'est le moral des chefs et le moral des hommes, à mon avis, restera bon. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Encore une fois, je pense que c'est une armée qui est capable de tenir. Le vrai problème, encore une fois, c'est les pertes qu'elle va avoir. Et à un moment donné, dans le cerveau des dirigeants russes, le ratio, si vous voulez, entre le gain et puis les pertes va se faire. Et on va bien voir à un moment donné que pour l'instant, ils ont avancé globalement de 200 km. C'est quand même pas énorme. Donc on est encore une fois sur une guerre où il n'y a pas de gain ou très peu de gains. Alors, finalement, à la poésie franco-ukrainienne, réagissez à vos propos. On a deux états d'esprit totalement différents entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Est-ce que dans les témoignages que vous avez de vos proches, il y a vraiment cette constatation que le jeune militaire russe est totalement maîtrisé et malléable, ou est-ce que, ne serait-ce que par le rapprochement de la langue, à certains moments, on s'aperçoit qu'il y a des jeunes Russes qui ont la tenue militaire russe et qui peut-être se demandent ce qu'ils font là? Oui, en fait, nos experts militaires et aussi les services de renseignement ukrainiens, ils sont suffisamment bien équipés pour percevoir aussi et capter les discussions des soldats russes entre eux, et avec les soldats russes avec leurs familles, les soldats russes avec leurs supérieurs. Donc, et on voit le désarroi total de cette armée russe, c'est-à-dire il n'y a pas de motivation. La seule motivation d'aller en armée, c'est d'aller à cette guerre, c'est surtout pour gagner un peu d'argent, parce que finalement, ils sont beaucoup plus contractuels qu'appelés, et les contrats sont très avantageux par rapport au salaire moyen d'un soldat, d'un russe normal. Donc pour eux, c'est vraiment l'histoire est, comment dire, financier, c'est aller amener un peu d'argent, mais il faut à condition de survivre au moins un mois et ne pas mourir. Mais on sait aujourd'hui que la durée de la vie d'un soldat russe, surtout dans la première période au mois de mars et plutôt mars et avril, quand il y avait vraiment des combats acharnés, il y avait beaucoup de pertes, il perdait 1000 personnes par jour. Et notamment si on revient aux chiffres de 45 000 de pertes annoncées par l'état-major ukrainien, on peut regarder l'évolution parce que tous les jours l'état-major il publie les pertes. Donc c'est pas comme on a publié il y a 3 mois et après on a multiplié par 5. Non, tous les jours on peut voir l'évolution des pertes et suivre en effet et corroborer ces chiffres qui sont donnés par les Ukrainiens avec ce qui se passe chez les Russes. C'est-à-dire quand ils parlent d'une explosion d'un point de commandement ou toute une division qui est tombée dans l'embuscade et une centaine de personnes sont mortes. Donc il y a du vrai dans ces chiffres, bien évidemment. Bon, il y a peut-être quelques dizaines de battements marge d'erreur. Alors si je peux me permettre, vous faites concurrence à votre voisin Jérôme Poirot qui est dans le renseignement. Quelle belle analyse du renseignement finalement, mais ça donne des idées quand on arrive à capter des discussions entre les militaires russes, de voir le désarroi, ça aussi on peut s'en servir, Jérôme Poirot. Bien entendu, d'autant qu'on l'a vu au début du conflit, les militaires russes utilisaient des systèmes de communication qui n'étaient pas cryptés, voire les téléphones qui fonctionnent avec les réseaux publics. Et donc c'est une source très importante d'information parce qu'il se dit beaucoup de choses. Et donc vous avez raison, par exemple sur la question du comptage des pertes, ce sont des éléments qui viennent recouper d'autres éléments et qui permettent d'avoir ensuite des évaluations qui sont solides. Christian Megreli, si je comprends bien, le militaire, le soldat russe, il est plus recruté dans des milieux à faible culture. Ce sont des gens qui ne sont pas beaucoup allés à l'école et qui peuvent donc être maîtrisés, manipulés. C'est un peu ça l'idée? Écoutez, le soldat de deuxième classe russe, il n'est pas bac plus 5, c'est sûr. En plus de ça, il n'est pas forcément européen. Il est tchétchène, il est daguestanais, il est bouriate, il est mongol, il est turcophone. Par conséquent, ce sont des gens qui ont une notion de la géographie très, très vague.
la Russie a une telle surface, 9 fuseaux horaires, que vous prenez un Bouriat et vous le mettez en Ukraine, il ne sait même pas où il est. Donc il va obéir, pourvu qu'il puisse envoyer de l'argent à sa famille. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est-à-dire que pendant des années, les Russes ont pilonné la Tchétchénie, qui revendiquait son autonomie. Et là, finalement, la Russie a beaucoup communiqué sur « nous avons des militaires tchétchènes ». Comment est-ce possible ça ? Alors on part sur un autre problème, il faudrait des heures pour parler de la Tchétchénie. En plus, vous en parlez bien, mais... C'est très compliqué. Ouais. Il y a une partie des Tchétchènes qui ont rallié les Russes et qui sont maintenant au pouvoir. Et la légion tchétchène qui travaille en Ukraine fait partie de ces gens-là. Ce sont des gens qui sont bien payés, qui sont fanatisés en faveur des Russes, qui sont opposés à leurs camarades indépendantistes. Ouais. Et par conséquent, ça fait de bons soldats, parce que le Tchétchène, traditionnellement, est un bon soldat. Il suffit de reprendre Alexandre Dumas et le voyage au Caucase. Déjà à cette époque, Alexandre Dumas disait que les Tchétchènes étaient les meilleurs combattants du monde. Enfin, bon. Et quant aux Bouriats, ce sont les héritiers des Mongols. Et les Mongols, à leur époque... La partie mongole de la Russie, rien à voir avec la Mongolie extérieure. Non, rien à voir. C'est au nord de la voisin, Mongolie. évidemment. C'est voisin, oui. Mais le peuple est le même. Et ce sont des gens qui ont connu, à la grande époque, une gloire incroyable, parce que c'était la meilleure armée du monde. À l'époque des chevaux, des flèches et des arcs, c'était la meilleure... Quand les Mongols arrivaient en Europe, c'était la terreur absolue. Et c'était 1250, c'est pas très vieux. Bon, donc on a là des gens qui sont des bons combattants, mais qui sont motivés uniquement comme des mercenaires peuvent être motivés. Et je vous confirme... Pas d'argent, pas de Suisse, voilà. Je vous confirme, on vous écouterait des heures en parler. C'est passionnant. Merci à vous, colonel Père de Jong, pour votre éclairage de professionnel de l'armée, très important. Merci à vous trois. Dans un instant, nous continuons le club, le 17-18, avec 3 thèmes sur lesquels nos experts vont deviser. Et déjà la situation à Zaporizhzhia, avec la centrale nucléaire qui a donc été reconnectée au réseau électrique. Peut-on respirer? Pas forcément. Il y a bien sûr cette visite de l'AIEA qui est attendue et qui doit se faire rapidement. Nous reviendrons aussi sur l'un des moments forts que nous avons évoqués cet après-midi, ces fameux centres de filtration qui rappellent les sombres heures du stalinisme où les Russes maîtrisent les allées et venues des Ukrainiens dans des conditions inhumaines. Et puis c'est l'événement ce soir, 20h30, interview de Dimitri Medvedev par Darius Rochebin, une exclusivité LCI. Vous écouterez un des premiers extraits de cette interview qui vient d'être enregistrée par Darius Rochebin, avec donc peut-être une porte ouverte à une discussion par Dimitri Medvedev. Nous en reparlons tout de suite. Regardez, nous sommes dans l'avenue principale.